Ce soir, à Découverte, l'autopsie d'une catastrophe. Nous analysons pourquoi les tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées après avoir été frappées par 2 avions. Mais aussi pourquoi elles ont tenu assez longtemps pour permettre à beaucoup de gens de s'échapper. Nous examinerons aussi les raisons surprenantes pour lesquelles le déblaiement du site est une opération très risquée qui prendra beaucoup de temps. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le 11 septembre, il y a déjà presque 2 mois, le monde entier a assisté en direct à l'incroyable attentat qui a détruit les tours jumelles du World Trade Center. Un événement horrible, impensable, qui nous interpelle et qui nous submerge sous toutes sortes de questions. Même du côté de la science, ce drame suscite d'importantes interrogations. Pourquoi, par exemple, cet effondrement subit d'immeubles qui semblaient d'abord avoir résisté à l'impact effroyable des avions? Comment expliquer également que des centaines d'étages se soient désintégrés en quelques secondes comme des châteaux de cartes, surtout des étages qui n'avaient pas été endommagés? À l'aide d'experts, une équipe de découverte a reconstitué ce qui s'est passé. « 8h45 à New York, un mardi matin. Depuis plusieurs heures déjà, le cœur de Manhattan a pris son rythme habituel, trépidant. La vie suit son cours normal, à l'ombre des gratte-ciels. Ici, des pompiers qui s'inquiètent d'une fuite de gaz. Soudain, un vacarme de moteur à réaction. Beaucoup trop bas. Et puis, l'impensable. La tour nord du World Trade Center frappée par un avion. Un Boeing 767 de 200 sièges, lancé à 800 km/h. À bord, 92 personnes et 25 tonnes de kérosène. L'avion défonce le centre de la face nord, juste en dessous du 100e étage. Il est comme avalé par la tour, tandis que l'explosion recrache derrière lui une avalanche de débris. Quand la fumée se dissipe, la façade nord est ouverte sur les 2 tiers de sa largeur. Un énorme trou, haut de plusieurs étages. Brusquement, la planète entière s'éveille au drame qui se joue devant les caméras. Les ingénieurs, eux, analysent les dommages infligés à cette tour de 110 étages. Ils savent que ce sont les 4 faces de la tour qui lui donnent sa rigidité. Elle est comme un immense tuyau carré, en acier, percé de fenêtres très étroites. Les façades ont été faites avec des modules de 3 colonnes. Des modules boulonnés et soudés les uns sur les autres pour former un rideau de 61 colonnes par façade. 1 colonne par mètre. Au centre de chaque tour, le noyau. Des rangées de colonnes qui vont encadrer les cages d'ascenseurs et les escaliers. Donc, quand l'avion frappe l'édifice, il coupe 40 des 61 colonnes de la face nord. Il traverse 60 pieds d'espace à bureau et il s'écrase dans le noyau de la tour. C'est là que l'avion explose, projetant l'essence en flammes dans les puits d'escalier et d'ascenseurs. Partout dans le monde, on se pose la même question. Est-ce vraiment un accident? « 15 minutes plus tard, l'épouvantable réponse. Cette fois, c'est la tour sud qui explose. Encore un Boeing 767. 25 tonnes d'essence, 65 passagers. Cette fois, pourtant, les dommages sont très différents. L'avion est en virage, incliné à 45 degrés. Il frappe une dizaine d'étages d'un seul coup. Vu au ralenti,
l'avion pénètre dans la façade sud, à gauche. La carlingue endommage toute la façade est, au 80e étage. Puis, l'explosion, qui endommage encore davantage les 3 façades. Cette fois, l'avion a ricoché sur le côté étroit du noyau central. Il a donc enfilé le large espace dégagé, tout le long de la façade. Non seulement le périmètre de la tour est-il très endommagé, mais plusieurs planchers sont coupés, sur toute leur largeur. Des planchers très délicats qui avaient été faits en acier ondulé et supportés par de fines poutrelles ultra légères. Une fois ces modules boulonnés les uns aux autres, on les a recouverts d'à peine 3 pouces de béton, 8 cm. De toute évidence, l'énorme avion a arraché au moins 3 ou 4 planchers, ce qui prive la façade de tout support latéral sur plusieurs étages. Il n'y a plus rien qui l'empêche de plier. On voyait la tour pencher de plus en plus à cause des déformations. Et c'est sûr que le feu n'a pas aidé, mais je pense que la tour a retombé d'une façon ou d'une autre. Richard Vincent est vice-président des aciers Can-Am. À ses yeux, il est normal qu'une structure d'acier ne tombe pas sur le coup, même quand elle subit un effort excessif. Un des avantages de l'acier, c'est que l'acier est très ductile et peut prendre des grandes déformations avant de céder. Et donc, avec tant d'éléments qui participaient à la rigidité de l'édifice, chaque élément, une fois qu'un élément était surchargé, un autre élément prenait une partie de la charge, mais augmentait la déformation. Les déformations se sont accumulées jusqu'à temps que l'édifice tombe. La tour sud résistera pendant 50 minutes. À 9h53, les 3 faces endommagées cèdent en même temps. Le haut de la tour bascule vers l'intérieur, puis les 25 étages tombent comme une masse. Un marteau-pilon de 80 000 tonnes. 20 secondes et tout est fini. Il ne reste qu'un spectre de poussière. C'est simplement ces petites palettes-là qui tenaient les planchers? Oui, c'est des cornières d'assemblage. François Deslauriers est concepteur d'édifices en hauteur. On lui doit plusieurs gratte-ciels, autant au Canada qu'à l'étranger. Selon lui, il n'y avait aucun moyen de stopper l'effondrement. Il restait encore beaucoup d'étages au-dessus du lieu de l'impact. Et ça représente des charges quand même énormes. Les charges permanentes, les charges de plancher qui sont là, puissent, en plus de l'occupation des gens, tout ce qui pouvait se trouver à ces endroits-là, ça représente une charge énorme. C'est un choc brutal. Il y a rupture des assemblages. Le poids s'additionne d'étage en étage. Il y a un effet accordéon. Il y avait une rupture en cascade. Pendant ce temps, la tour nord résiste toujours, même si elle a été frappée la première. Malgré l'énorme trou dans sa face nord, les 4 coins de l'édifice tiennent bon. Le danger ici, c'est plutôt l'incendie qui fait rage depuis plus d'1 heure. En théorie, toutes les pièces d'acier sont protégées de la chaleur par un revêtement de fibres minérales. Mais ce revêtement fragile a certainement été arraché par l'impact ou par l'explosion. En pratique, l'acier est donc tout nu dans la fournaise. Et même si la chaleur s'échappe par les fenêtres, on frôle sans doute les 1200 degrés dans le noyau de l'édifice. À cette température, les colonnes d'acier deviennent malléables comme de la cire. Dès que le centre commence à s'effondrer, cela surcharge les 4 façades qui cèdent à leur tour d'un seul coup. 10h29, les 10 étages supérieurs de la tour nord descendent comme un ascenseur. Encore le même marteau-pilon. Les planchers s'écrasent les uns sur les autres comme des dominos. 25 secondes, cette fois-ci. New York vient de perdre plus d'espace de bureau que n'en possède toute la ville de Montréal. Selon François Deslauriers,
les concepteurs des tours ne sont pas en faute. Aucun édifice n'aurait résisté à cette agression. On a une structure qui est endommagée lourdement au départ par l'impact des avions. Et en plus, on a un incendie qu'on peut qualifier d'extraordinaire qui... essayons de trouver un autre cas où il va y avoir 29 000 gallons d'essence dans un édifice en même temps qui va exploser. Là. Ce sont des conditions tout à fait exceptionnelles. Bâtir pour des conditions exceptionnelles d'impact et de feu de cette ampleur-là, ça serait probablement signifier la fin des édifices en hauteur. Il n'y a pas grand-chose que l'homme peut faire pour se protéger de l'homme. Au retour, les super gratte-ciels sont-ils sécuritaires? Les images abominables que nous ont transmises la télévision et les agences de presse le 11 septembre dernier nous font réfléchir aussi à d'autres aspects du drame, comme à celui de la sécurité. On peut se demander si les mesures de sécurité protégeaient ou auraient dû protéger les occupants des tours jumelles, si ces mesures étaient adaptées à la structure particulière de ces super gratte-ciels. Et puis, les travaux de déblaiement prennent beaucoup de temps. C'est normal compte tenu de l'énormité de la tâche à accomplir. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle les travailleurs doivent procéder avec une extrême prudence. Dès que les flammes se propagent dans le noyau de la tour nord, au World Trade Center, les occupants des étages supérieurs n'ont plus la moindre chance de survie. Rien ne peut les protéger. Première ligne de défense, les gicleurs d'incendie. Or, ils étaient conçus pour éteindre un début d'incendie, avec seulement 2 ou 3 têtes de gicleurs. Ici, ils sont impuissants. D'ailleurs, l'essence en flammes flotte sur l'eau au lieu de s'éteindre. Deuxième ligne de défense, l'étanchéité des escaliers, qui les protège du feu et de la fumée. Or, ici, la protection des escaliers se résume à des murs en panneaux de plâtre. Des murs qui seront pulvérisés lorsque l'immense Boeing explose dans le noyau de la tour, là où sont regroupés tous les escaliers et ascenseurs. Les escaliers, qui devaient être des refuges, servent plutôt de cheminées pour propulser l'essence, la chaleur et la fumée jusqu'au sommet de la tour. Aucune issue dans les étages supérieurs. Tous leurs occupants seront morts avant que la tour ne s'écroule. Dans la tour sud, la situation est différente. Cette fois, l'avion a épargné le noyau de l'édifice. Au moins un escalier et un ascenseur ont résisté à l'explosion. Cela permettra à quelques personnes de descendre à travers le brasier et de s'en tirer. Plusieurs autres personnes auraient sans doute pu faire de même si les escaliers avaient été plus nombreux, plus dispersés sur les étages et surtout mieux blindés contre l'explosion. S'ils avaient été plus larges aussi, car même les escaliers des plus hauts gratte-ciels sont toujours dimensionnés pour évacuer un seul étage à la fois. Antoine Tabet est spécialiste des normes de sécurité dans le code du bâtiment. Voici la procédure d'évacuation. On va essayer d'évacuer d'abord les étages les plus avoisinants au début de l'incendie. Ensuite, on va aller chercher les étages au-dessus de l'incendie, vu que le risque que l'incendie se propage aux étages inférieurs est plutôt minime. En somme, on ne doit pas s'étonner que les occupants des étages inférieurs aient reçu ordre de demeurer sur place. À l'avenir, pourtant, on prendra beaucoup plus au sérieux le risque d'effondrement dans les très grands immeubles. Car la preuve est faite, personne n'y survit. Quand 400 000 tonnes de béton et d'acier tombent du 100e étage, rien ne les arrête. Ici, l'effondrement se poursuit jusqu'au roc, 75 pieds sous le niveau de la rue. Les tours entières se sont compactées sur une épaisseur de 110 pieds, 1 pied par étage, en incluant les planchers, les poutres et les colonnes, le mobilier et les humains. Un empilement de débris qui deviendra un immense poêle à combustion lente
où l'incendie va couver pendant des semaines. Près des tours, les innombrables colonnes qui tombaient du ciel se sont fichées dans le sol, comme des flèches. Même sous terre, les pièces d'acier ont traversé de part en part le tunnel du métro. Auparavant, le complexe du World Trade Center incluait 7 édifices distincts. Aujourd'hui, plusieurs ont complètement disparu. Il faut voir les décombres pour mesurer toute la puissance de l'effondrement. Mais ce qui inquiète surtout les spécialistes, c'est la profonde cavité à droite de la tour sud, cachée par la fumée. Elle longe un énorme mur souterrain qui menace de s'effondrer. Le cas échéant, cela pourrait provoquer l'inondation des sous-sols du World Trade Center et peut-être même celle du métro de New York. Pourquoi? Parce qu'autrefois, la rivière Hudson coulait à l'endroit précis où les tours ont été construites. Aujourd'hui, ça paraît incroyable tellement on a empiété sur le cours d'eau. Mais comme il fallait vraiment retenir l'eau et la boue de la rivière, on a entouré les fondations du World Trade Center d'une épaisse muraille étanche qui descend jusqu'au roc. Cette enceinte protège aussi les 2 tunnels du train régional qui assuraient la liaison avec le New Jersey, sous la rivière Hudson. Et puisque le mur en béton doit résister à l'énorme pression de l'eau, on l'avait appuyé à l'intérieur sur les planchers des sous-sols. Or, ces planchers ont disparu le 11 septembre. Le mur n'est plus appuyé que sur le tas de débris. Oreste Persico est ingénieur chez Ikanda, la firme de Montréal qui a construit ce fameux mur dans les années 60. Selon eux, le mur d'étanchéité du World Trade Center semble avoir bien résisté jusqu'à maintenant. J'ai parlé avec l'ingénieur en chef dans ce type de travail-là, M. Tamaro, il me dit qu'il n'y a pas de dommages à cet âge-ci. Il semble avoir peu de support d'un côté, du côté sud, mais très bien supporté du côté nord. Chose certaine, on va poursuivre le déblaiement avec une extrême prudence, car l'enjeu est clair. S'ils ne font pas attention, puis une grosse partie du mur tomberait, il va y avoir une brèche assez importante qui pourrait avoir des venues d'eau peut-être très énormes au point qu'ils ne sont pas faciles à contrôler. Puis évidemment, en plus de ça, il remplirait les parties les plus basses qui, il semble être la ligne de métro qui va vers New Jersey. Au début des travaux, avant que les planchers ne soient construits, le mur était retenu par des milliers de câbles d'acier ancrés dans le roc à l'extérieur de l'enceinte. Mais c'était temporaire. On les a tous coupés par la suite. On devra maintenant forer de nouveaux trous à travers le mur, jusque dans le roc. Tendre une première rangée de haubans, enlever une couche de débris et installer une deuxième rangée de câbles. Et ainsi de suite, pendant des mois. Dans une enceinte comme cela, vous pouvez penser que les travaux, quand on a exécuté la paroi et toute cette partie-là, ça a pris à peu près 1 an. Et on n'avait pas d'empêchement quelconque. Donc, j'imagine que si on pourrait travailler sans empêchement, ça pourrait être dans ces ordres-là, ou peut-être un peu moins. Pendant que ces travaux se poursuivent, l'heure est à l'examen de conscience chez les spécialistes du bâtiment. Les concepteurs de structures s'interrogent, par exemple, sur la course à la légèreté qui caractérise les gratte-ciels plus récents. Ils se demandent si on ne devrait pas s'inspirer plutôt des façades du World Trade Center. Une des belles leçons peut-être du World Trade Center, c'est l'effet de redondance. Que si vous manque un élément important qui est une colonne, que l'édifice puisse quand même rester debout pendant un certain temps pour assurer au moins l'évacuation des occupants. Ça, c'est une belle leçon. Si on est capable de construire des édifices avec suffisamment de redondance au niveau des colonnes, ça va assurer une sécurité beaucoup plus grande en termes de structure. Chose certaine, il faut revoir les codes du bâtiment en Amérique du Nord. En ce moment,
aucune exigence particulière pour les super gratte-ciels. Tout immeuble de 10 étages ou plus est soumis aux mêmes normes. Cela va changer. On obligera les architectes à revoir le nombre et la dispersion des issues. Ils devront mieux protéger les escaliers en cas d'explosion. Mais peut-on aller plus loin? Peut-on concevoir une tour qui serait à l'épreuve du terrorisme? Ça serait très difficile de faire un édifice de cette hauteur-là qui serait économiquement viable parce que les coûts seraient tellement énormes, je ne crois pas qu'on voudrait construire cet édifice-là. Alors, est-ce la fin des super gratte-ciels? Il y a quelques semaines, l'idée était impensable. Mais, signe des temps, on parle aujourd'hui de reconstruire plutôt des édifices de 50 étages sur les ruines du World Trade Center.